16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité. Vous avez l'habitude de l'entendre dans l'émission Classico, aux côtés de Steve Nadjar ou encore dans l'émission de Valérie Expert. Sur Sud Radio, Alex Darmon, journaliste politique et producteur, vient nous parler aujourd'hui du documentaire qu'il a produit et réalisé avec Mathieu Marès-Savelli sur Éric Dupond-Moretti. Il s'intitule Le ministre qui ne devait pas l'être. Il est en diffusion ce dimanche soir à 21h sur France 5. Un échange à l'heure suivi de mon coup de cœur à 16h05. Le tout en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Alex Darmon. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour bien sûr découvrir votre actualité. Mais bon, on va pas le cacher très longtemps aux auditeurs. On se connaît très bien. On a même officié tous les deux ensemble et séparément sur cette fréquence il y a jadis quelques années. C'était nos premières heures de radio, je crois. Ouais, c'était 2011. C'était tout début, ouais. Et des souvenirs incroyables d'ailleurs, vraiment. Des souvenirs incroyables, on va en parler dans un instant, mais d'abord l'envie de découvrir qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Ah ouais. Rigoureux, travailleur et sympa. Parce que ça fait du bien de le dire aussi quand même. Rigoureux, travailleur et sympa. Et c'est bien vrai. Mais on va voir si ça colle avec vous dans cette émission. Et alors le début, toujours le début. Alexandre Darmon, vous êtes né un 24 février à Paris, dans le 14e arrondissement. Vous avez grandi à Montrouge jusqu'à vos 15 ans et ensuite dans le 6e arrondissement de Paris. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Magnifique. Mon enfance, mon cadre, ma famille, magnifique. J'ai vraiment manqué de rien. J'ai eu des parents... attachant, mais c'est même pas attachant, c'est des parents magnifiques aussi, parce qu'ils m'ont laissé faire tout ce que je voulais, tout en m'accompagnant et en faisant attention à mon avenir, en me disant ouais, fais ce que tu veux, mais fais des études. Et là aujourd'hui j'ai 35 ans et heureusement qu'ils ont fait ça, parce que j'ai fait ce que je voulais. Et puis derrière j'ai fait autre chose et je le voulais vraiment aussi. Voilà. Et c'est grâce aux études que j'ai pu faire ce que je fais aujourd'hui. Et ça m'a permis de me développer, d'apprendre, de développer ma curiosité. Puis j'ai eu un frère, un grand frère, une petite sœur. Et ils ont élevé leurs 3 enfants comme ça, et on est un noyau très solide, et c'est marrant qu'on parle de ça tout de suite maintenant, parce que je me faisais la réflexion l'autre jour, à chaque fois les gens parlent à mes parents en disant mais c'est incroyable comment vous avez élevé vos enfants, comment vous les avez développés, machin. Et c'est un noyau très dur entre vous, et c'est vrai, c'est plus fort que nous. Donc mon enfance a été super, à Montrouge en plus, qui est une ville super, et que je garde en mémoire, parce que j'ai fait mes premières études là-bas, à l'école et tout. Mes copains, je les ai gardés depuis tout petit. Ils viennent de Montrouge, c'était super, vraiment. Petit, vous jouez beaucoup au rugby. Ah, pas petit, je joue encore au rugby. Encore au rugby, mais depuis vos 12 ans. Depuis mes 12 ans, ouais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes fan de sport et de foot. Ouais. Ce qui justifie le classico. Ouais, non, j'adore le foot, j'adore le sport en règle générale. Je préfère le rugby au foot. Même j'allais dire dans les supporters, j'adore ça. Je suis pour Paris au foot et au rugby, parce que je suis parisien à fond, hein, voilà, et je l'assume complètement. Mais ouais, effectivement, je joue au rugby, je joue encore au rugby depuis mes 12 ans. Le rugby, c'est extrêmement important pour moi, parce que je pense que ça a été un déclencheur qui fait que j'ai rencontré des gens incroyables, mes copains depuis 12 ans, depuis l'âge de 12 ans, qui sont vraiment mes grands copains. Le rugby, on dit que c'est l'école de la vie, et c'est vrai, moi, ça m'a complètement transformé. En 2008, vous passez un Master 2 en communication. Vous enchaînez avec une année de Master D2A en droit et économie de l'audiovisuel. À ce stade, vous voulez faire quoi de votre carrière ? J'en sais rien. Ouais. Je vous dis franchement, je sais pas. Ce que je veux, à ce stade, c'est faire de l'humour. Je suis sur scène, je fais du stand-up, c'est génial. Je remplis des salles, je fais des tournées, on s'éclate. Enfin, on a 20 ans, c'est super. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, mes parents m'ont dit, fais des études. Et donc, j'essaie de trouver des études qui peuvent se lier à faire de la scène, à un jour faire de la télé, à un jour produire, et un jour avoir ton doc, ton émission. J'en sais rien ce que je veux faire à l'époque. Ce qui est certain, c'est que je veux être dans ce milieu, voilà, les micros, les caméras, la scène, la production. Ça m'intéresse, de me montrer et de montrer mon travail. Alors, il y a en fait un one-man show qui va durer 8 ans à Paris et en province. Ça parlait de quoi ? Comme tous les one-man, ça parle de vous, hein. Ça parlait de moi. Ça parlait de mon enfance, ça parlait du fait que je voulais quitter mes parents, je voulais m'installer tout seul. Et donc, je racontais comment je quittais mes parents. Mais c'était génial, ça aussi, d'ailleurs.
je pense que c'est mes premières heures d'écriture. Aujourd'hui, j'écris des docs, je les produis et tout, mais vous savez, écrire un spectacle, je pense que c'est plus dur que d'écrire un documentaire, parce que vous devez tenir pendant 1 heure devant des gens, et puis il faut parler devant les gens. Donc ça parlait de ça parlait de moi, ça parlait du rugby, ça parlait de ce que je regardais à la télé, voilà, de tout ça, et c'était super. Vous allez démarrer dans l'audiovisuel en tant que casteur du public à la Nouvelle Image pour les émissions Zemmour et Nolo ou encore Salut les Terriens. Dans le même temps, vous allez toucher un petit peu à la radio pendant 2 ans, de 2011 à 2013. C'était sur Radio Shalom, à la présentation de l'heure du goûter. Je m'en rappelle, un petit extrait. Vous êtes bien sur Radio Shalom 94.8, c'est l'heure du goûter, 17h12, on est avec Eric Dussard comme invité et Greg Oui sera avec nous dans quelques secondes. Eric, merci d'être avec nous. Eh ben c'est un plaisir et vous allez vivre, chers auditeurs, un moment exceptionnel avec cette chronique. Il nous en a parlé là pendant la pub, vous allez voir, c'est bien, c'est sur la consommation de multimédia chez les loutres. J'ai beaucoup ri en regardant cet extrait à vos côtés. Ce jour-là, c'était Eric Dussard qu'on entend et puis maintenant qui officie sur RTL. Et le Greg Oui, eh bien, c'est Greg Guillotin. Ouais. Ah, mais c'est pour le coup, alors je suis pas du tout Michel Drucker ou découvreur de talent, mais Greg Guillotin, qui était le stagiaire aujourd'hui, qui a fait des cartons. Moi, il me fait mourir de rire. Ce type, c'est un copain aujourd'hui. Hein. Et on s'est rencontrés, je sais plus comment on s'est rencontrés. Je lui ai dit, mais viens à la radio. Et il m'avait dit, je suis pas juif, je vais pas venir sur Radio Shalom. Je lui ai dit, on s'en fout, viens faire des blagues, viens avec des trucs complètement décalés. Et il faisait ça tous les jours et c'était énorme. Franchement, c'était génial. C'était énorme et aujourd'hui on le connaît pour ses formidables caméras cachées sur C8 qui cartonnent à chaque fois. Et d'ailleurs on se souvient notamment d'une caméra cachée avec je sais plus comment elle s'appelait, Rebecca avec ses parents et c'était assez mémorable. Ou encore un autre faux couple après. Enfin c'était hilarant pour ceux qui veulent aller checker les replays. Alex Darmon, de votre côté, vous allez devenir journaliste politique et producteur. Vous avez travaillé dans l'ombre à la programmation un temps et vous avez été pendant 3 ans sur Public Sénat dans le micro trop tard où vous alliez interroger de façon décalée des personnalités politiques. C'est un exercice que vous avez aimé, tellement aimé que vous avez continué à le faire perdurer en ligne avec les Indécis. Ouais, et ça continue toujours les Indécis. Effectivement, j'ai été journaliste politique. Quand je suis sorti de mes études, j'ai commencé dans la boîte de production qui s'appelle Shine, qui faisait The Voice, Masterchef. Et très vite, j'ai vu que c'était pas fait pour moi, donc je voulais. On parlait tout à l'heure du réseau familial, tout ça. Moi, j'ai des souvenirs du vendredi soir où on parlait de politique toute la soirée parce que c'était quelque chose qui nous intéressait, mais dans toute ma famille, pendant les fêtes, tout ça. Et c'est ça que je voulais faire. Quand vous me demandez ce que je voulais faire de la politique à la télévision, à la radio, et en fait, je l'ai compris à ce moment-là. Et donc, Public Sénat, à ce moment-là, m'a donné l'opportunité de faire un stage. Ça s'est bien passé. Ils m'ont filé un contrat de travail. Ils m'ont mis à l'antenne très vite. Fait du micro trop tard, et là, j'ai rencontré. Parce que vous êtes à Public Sénat, donc ils viennent tous au Sénat pour les questions d'actualité. J'ai suivi Emmanuel Macron, enfin tous les ministres, quand il était ministre de l'économie, Manuel Valls, tout ça. Et puis en 2016, j'ai décidé de partir et de me lancer un peu tout seul. Et j'ai monté une chaîne YouTube avec Mathieu Marès-Savelli, avec qui on réalise le documentaire aujourd'hui. On a monté cette chaîne YouTube ensemble, qui s'appelait Les Indécis. Et on interviewait effectivement des personnalités politiques de façon décalée, pour essayer de montrer que c'était pas que pourri la politique. Et vous intervenez aussi régulièrement sur Sud Radio. Ouais, j'aime beaucoup ça. À l'invitation de Valérie Expert, quelques fois par semaine, je vais effectivement donner mon analyse et mon édito politique le matin chez elle, voilà, pour échanger sur l'actualité. Il y a aussi une émission, vous avez pris alors attendez, je vais tousser un petit peu, pardonnez-moi. Allez-y. Qu'on amène de l'eau à Cyrielle quand même. Vous avez pris la responsabilité éditoriale de l'émission Au Tableau, aux côtés de Mélissa Thériault sur C8. On va faire un petit extrait de Une vie d'écart. Il y a des moments où c'est pas drôle. C'est affreux. D'être si vieux. Croyez-moi. En France, les EHPAD ont une mauvaise image et pourtant 700 000 personnes y vivent. Pendant 6 semaines, des enfants de 5 ans vont venir tous les jours rendre visite aux résidents et faire des activités avec eux. Bonjour les enfants. L'objectif est vraiment de voir ce que cette expérience peut apporter à des adultes de 90 ans et plus, Merci. mais aussi à des enfants qui sont en pleine vitalité, en pleine croissance. Ne vous moquez pas de moi. Si on se moque de toi.
et de voir comment cette expérience arrive à créer des choses que l'on ne soupçonne pas. Quand on est vierge, tu perds ta peau, mais t'es douce. C'est même pas la même coiffure. Je suis âgée, j'ai des cheveux blancs. Et des fois, on en a un peu moins. Et toi, pourquoi tu pars pas au ciel? Là-haut, on a dit que c'est pas fini et tout n'est pas cassé. Allez, tourne bien. Je peux pas, j'ai mal au bras maintenant. Et donc, je le disais, vous avez pris la responsabilité éditoriale de l'émission Au Tableau, côté de Mélissa Torieux sur C8. Juste après cela, vous écrivez cette première série documentaire, Une vie d'écart, 4 fois 52 minutes sur Canal+, où vous étiez spectateur de rencontres quotidiennes entre des enfants de maternelle et des résidents d'EHPAD. Comment est venue cette idée ? Alors, Au Tableau, effectivement, on était avec Mélissa Torieux, et c'est Caroline Delage qui est à l'origine de ce concept avec qui j'ai travaillé, qui est venue me chercher pour développer avec elle Au Tableau. Et c'est Mélissa qui l'a produit. Et après Au Tableau, Caroline Delage a repéré un format étranger, anglais, où effectivement des enfants de 5 ans, donc de grande section maternelle, étaient envoyés dans une maison de retraite, dans un EHPAD, pendant 6 semaines. Et Caroline m'a proposé de le développer pour la France et de l'écrire. Et c'est venu comme ça. Et donc après, on développe, donc on écrit. Mais au-delà d'écrire, il faut faire du repérage. Donc moi, j'ai passé plusieurs semaines dans cet EHPAD à Issy-Moulineaux, dans l'école du 15e arrondissement avec la classe de maternelle. Et voilà, j'ai commencé à écrire, à développer ce format-là. Je pense qu'à ce jour, c'est l'expérience la plus folle que j'ai vécue, je crois, vraiment. J'en suis même sûr. Parce que c'était des moments... d'une certaine façon, ça m'a ouvert les yeux sur un sujet que je ne connaissais pas. C'était le grand âge, la vieillesse. Et aujourd'hui, ils sont presque tous disparus. Les personnes âgées qui ont participé à cette aventure, il en reste une en vie. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Je le referai pas parce que c'était très éprouvant, mais c'était magnifique, vraiment magnifique. C'est une idée incroyable qui a inspiré plusieurs films, notamment Un petit miracle de Sophie Boudre. Avec Jonathan Zakaï, Alice Paul et Eddie Mitchell. C'est un projet suivi d'un autre doc inédit que vous avez fait naître qui s'appelle On le racontera à nos enfants sur France 4, le retour d'une classe de CM2 dans son école après le confinement. Et j'observe que malgré tout, il y a cette envie chez vous de toujours intégrer les enfants dans la vie d'adulte pour éveiller une conscience chez eux de la vie politique, des règles ou encore de la vie qui passe. Oui, c'est vrai, la transmission, c'est quelque chose qui me tient très très à cœur. Donc je fais très attention à ça. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que j'étais sensibilisé très jeune aussi. Effectivement, vous avez raison, à la transmission, au fait de passer le flambeau, parce que c'est aussi ma culture et notre culture. Le fait de devoir ne pas oublier qui on est, d'où on vient, où on va. Et puis je trouve que les enfants ont plein de choses à raconter, qu'on leur donne pas assez la parole aussi. Moi, j'aurais adoré qu'on me donne la parole quand j'étais petit. On l'a pas beaucoup fait, parce que c'était pas dans la culture de notre pays. Mais je crois que ça vient de plus en plus. Et puis aussi, il faut avouer, je vous parle de Mathieu Marès-Savelli depuis tout à l'heure, avec qui on a fait le doc sur Dupond-Moretti, mais c'est aussi avec Mathieu qu'on avait fait Une vie d'écart, qu'il avait réalisé. C'est avec Mathieu qu'on a créé Les Indécis. C'est aussi des rencontres. Et nous, on s'est rencontrés, on a eu la même fibre artistique, lui et moi. Et aujourd'hui, on a cette boîte de production ensemble, Outsider, qui coproduit le doc avec Media One sur Dupond-Moretti. Et c'est vrai qu'on a cette fibre-là. Il a une petite fille de 8 ans que je connais depuis qu'elle est toute petite. Et c'est vrai que, pareil que moi, il a envie de faire passer le message, lui, à sa fille, moi, aujourd'hui, à mes neveux, sans doute. Et je trouve ça super. Voilà. Alex Darmon, ce dimanche 14 janvier à 21h sur France 5 sera diffusé le dernier documentaire, le dernier documentaire que vous avez produit et réalisé avec donc Mathieu Marès-Savelli, le ministre qui ne devait pas l'être, une immersion de 3 ans au ministère de la Justice avec le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, soit à la prise de ses fonctions. Comment ça s'est passé ? Un tout petit peu après. On a commencé à filmer en février 2021, je crois. On s'est arrêté le 29 novembre 2023, le jour de la décision de relax de la Cour de justice de la République. Écoutez, ça s'est bien passé. Ça a été très dur au début, parce que... enfin, très dur, j'exagère, ça n'a pas été très dur, mais ça a été normal, compliqué de pouvoir se faire accepter, de pas être en trop. Vous êtes dans un ministère régalien, le ministère de la Justice, avec une personnalité qui est très forte, Éric Dupond-Moretti, qui a contrôlé, entre guillemets, son image toute sa vie. Et ça a été donc un exercice de pouvoir se faire accepter au départ, d'être naturel, d'être collé au décor. Et donc, au début, on a passé du temps surtout à convaincre de notre authenticité, du fait que des images ne sortiraient pas, du fait qu'on n'était pas là pour faire une enquête. Il y avait déjà eu un complément d'enquête sur Dupond-Moretti. Nous, c'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait faire un portrait, ne pas donner notre avis,
parce que je pense que notre avis, tout le monde s'en fout. Ce qui était intéressant, c'était de pouvoir montrer comment un ténor du barreau comme Éric Dupond-Moretti arrivait à devenir un jour ministre de la Justice, et comment surtout il allait réussir à se fondre dans cet univers, lui qui avait jamais eu de règles et jamais eu de patron, quoi. Et qui avait dit que ça ne l'intéressait pas. Ouais, le film commence comme ça. Il avait dit il y a 5 ans, 2018, jamais de la vie je serai ministre de la Justice, quoi. Un extrait. C'est exactement ça, ouais. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Ce sera un bordel, mais alors... Je ne suis pas un homme politique. Je viens de la société civile, je devrais même dire de la société pénale. Je veux avec vous garder le meilleur et changer le pire. J'ai rencontré dans ma vie des juges absolument exceptionnels, mais j'en ai pas rencontré beaucoup. C'est du mépris pour la justice, c'est pas un signe qui nous paraît positif. Une nomination qui a beaucoup dérangé. Oui, c'est normal en même temps. Je veux dire, Éric Dupond-Moretti, il s'est quand même battu contre les juges toute sa vie, avec sa façon de faire, et chacun est, je le dire, chacun est juge de sa façon de faire. Mais oui, il a eu des différends avec les magistrats, et il arrive à la suite, on va pas refaire l'histoire, mais il arrive à la suite de l'histoire des fadettes avec Nicolas Sarkozy, où ces fadettes ont été vérifiées, il n'a pas été mis sur écoute. C'est aussi une erreur que moi-même je faisais avant de faire le film. Et on a vérifié ces fadettes, c'est-à-dire qu'on a regardé les coups de fil qui passaient, on les a pas écoutés. Bref, il rentre en conflit avec les magistrats, et il est nommé 3 mois après à la chancellerie. Et c'est là que commence le film, effectivement, où les magistrats disent que c'est une déclaration de guerre que de nommer Éric Dupond-Moretti à la justice. Ça pouvait pas moins bien commencer que ça. Moins bien tomber. Est-ce que vous avez démarré justement ce documentaire avec des a priori? Et est-ce que vous avez été surpris? Oui, bien sûr. Je me rappelle de la première fois où on l'a rencontré. Quand vous faites un documentaire politique, surtout quand vous suivez une personnalité politique, ça se fait pas comme ça, c'est très dur. J'insiste sur Éric Dupond-Moretti, qui n'est pas une personnalité politique à la base. Il était ailleurs avant. Il avait jamais été dans ce sérail-là. Et oui, forcément, vous avez des a priori, vous avez un peu d'appréhension, parce que nous, on avait tourné dans la politique toute notre vie, mais pas lui, donc on savait les codes, mais pas forcément lui. Et donc oui, au début, ça a été dur. Ça a été dur, d'abord, pas de le convaincre, mais de lui demander de nous faire confiance. Et il l'explique dans le film, et il parle de sa personnalité, de comment il est. Donc ça s'est vérifié, je peux vous le dire. Et puis après, oui, j'ai été surpris. Ce que je dis après avoir tourné ce film, c'est que tout le monde nous dit enfin tout le monde. Personne nous dit c'est élogieux. C'est pas élogieux en fait, c'est naturel. Et je pense que c'est aussi ça la grande différence aujourd'hui. Quand on fait un portrait politique aujourd'hui, il faudrait forcément être à charge. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait forcément dire c'est un salaud. Forcément. Non, or nous ce qu'on a voulu faire, c'est un portrait. Voilà, on était en immersion. On ne donnait pas notre avis. Et c'est pas élogieux, c'est naturel. Moi, je peux pas lui demander d'être sympa, quoi, tu vois. Donc, il est comme il est. Et après, on a essayé de le titiller. Le contrepartie, on l'apporte par ces images de séquences d'immersion où on le voit en difficulté souvent. Il dit qu'il est abordable, un peu ours, mais c'est aussi une façon de se protéger. Et il dit cette phrase « Faut que je me sente en confiance, c'est pas plus compliqué que ça ». Et alors, comment vous l'avez mis en confiance? Je pense, vous savez, que quand vous êtes dans un ministère régalien, que vous filmez, pas tous les jours, mais 1, 2, 3 fois par semaine, et qu'au bout de 6-7 mois, parce qu'il y avait eu la mise en examen, il y avait eu les élections régionales, aucune image n'est sortie, peut-être que vous pouvez vous dire à ce moment-là, je vais avoir confiance en lui alors. Parce qu'il n'a sorti aucune image, alors que j'avais des images à ce moment-là assez folles qu'on voit dans le documentaire, sur la mise en examen, sur le brief avec sa directrice de cabinet avant. Et ces images, elles valaient cher, enfin, pas en termes d'argent, mais en termes de symbolique, elles valaient cher. Et on les a pas sorties, on a dit non, on fait notre immersion jusqu'au bout, et voilà, vous pouvez nous faire confiance. Donc je pense que c'est comme ça aussi. Puis, vous savez, quand vous suivez quelqu'un, une personnalité politique sans doute plus, vous avez du off, vous avez des échanges, vous partez en déplacement avec eux, donc quand la caméra est éteinte, c'est pas genre ciao, bonne nuit, ou à plus tard. On échange, on parle, on discute, on apprend à se connaître, voilà, et on se met en confiance comme ça. Et puis quand il vous voit, et après il vous oublie, il nous a oublié à un moment donné, la caméra elle s'efface, elle est là tout le temps, donc elle s'efface, voilà. Je pense que c'est comme ça aussi. On a fait des trajets, je me suis tapé des week-ends dans le Nord. Moi, j'adore le Nord, attention, j'ai super Lille, Lens et tout, vraiment, sincèrement. Mais bon, le week-end, t'as peut-être envie de faire autre chose, et on partait avec lui dans le Nord pour des campagnes électorales, mais dans des petites villes, étapes, tout ça. Chez lui.
chez lui. Et alors, on n'était pas chez lui. Hein. On n'a jamais été chez lui. On n'a jamais dîné avec lui. Mais le chez soir. lui dans le Nord, j'entends. Mais par chez là. lui dans le Nord. Ouais, voilà, justement. Mais vous avez raison, chez lui dans le Nord. Et il voyait qu'on était là. Il voyait qu'on faisait notre film. Et que on lui demandait pas plus que ce qu'il nous donnait. On se greffait. Dans ce documentaire, on voit un ministre qui use de superlatifs formidables, merveilleux, exceptionnels, qui s'amuse de l'horoscope, qui aime follement sa mère, je dirais, Jean-Loup Dabadi, et sans doute aussi son chien prénommé Jean-Claude, mais aussi les cigarettes qu'il fume intempestivement. Sur ce dernier point, je me suis demandé si c'était pas un peu à l'image de son caractère, soit téméraire, soit inconscient. Les cigarettes Je sais pas, mais de toute façon, il fume beaucoup. Oui, c'est une notoriété publique. Après, je vais vous dire, il fait ce qu'il veut. Hein. Je sais qu'il n'aime pas qu'on le montre, mais on peut pas le cacher non plus. C'est ce qu'on lui a dit. Et puis, je trouve qu'effectivement, ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose. C'est pas quelqu'un de stressé. J'ai pas ce sentiment-là. Mais c'est quelqu'un qui veut être dans l'action, qui veut être efficace. Et je pense qu'il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment, il se détend et c'est sa petite clope. C'est vrai. Mais il y en avait plein, il y en a plein d'autres qui fumeront après derrière, vous voyez. Et c'est vrai qu'on retient beaucoup ça, je ne sais pas pourquoi. Quel genre d'homme c'est pour vous, Éric Dupond-Moretti, Alex Darmon? Parce qu'on sent qu'il est drôle, bien sûr, on entend qu'il est drôle, avec peut-être un petit égo fragile. Et j'espère qu'il ne nous écoute pas, parce que je pense qu'il détesterait qu'on fasse de la psychanalyse sur son cas. Parce que moi, c'est ce qu'il m'a dit pendant l'interview qu'on fait à la fin du film. Ouais, il est drôle. Franchement, il est drôle, il est naturel, il est dur. C'est quelqu'un de dur. Hein. Moi, je l'ai vu s'énerver. Mais... Sur les cacahuètes ? Oui, sur les cacahuètes, même avec les membres de son cabinet. C'est quelqu'un mais bon, c'est quelqu'un qui a une carrière avant, qu'on accepte les défenses qu'il a eues avant ou sa vie d'avant, j'en sais rien. Mais oui, c'est quelqu'un de drôle, de naturel. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu jouer devant nos caméras, faux semblant. Par contre, c'est quelqu'un d'honnête aussi. C'est-à-dire que quand il ne voulait pas qu'on filme, il demandait de sortir. Donc voilà, c'est quelqu'un de sympa, j'en garde un bon souvenir. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un avec qui je pars en vacances, quoi. On va continuer à parler avec vous dans cette émission, Alex Darmon, de ce documentaire. Dans un instant, on poursuit également avec nos chroniqueurs Christophe Barbier et Annabelle Guiraud qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Ethanit Belaïch. Bonjour à tous. Au 96e jour de guerre en Israël, Tsahal a frappé plusieurs cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, notamment le domicile d'un haut responsable des brigades de la résistance libanaise, groupe paramilitaire affilié à l'organisation terroriste. Le cabinet de guerre se réunit ce soir pour parler des évolutions de la guerre contre le Hamas. Les familles des otages exigent que le gouvernement approuve un accord pour leur libération. Nouvel accord négocié par le Qatar qui sera présenté ce soir au cabinet. Après un nouveau déplacement en Israël, le chef de la diplomatie américaine a rencontré le président de l'autorité palestinienne à Ramallah ce matin. Anthony Blinken et Mahmoud Abbas ont entre autres évoqué l'avenir de la gouvernance palestinienne après la guerre. Les forces américaines ont abattu une vingtaine de drones et de missiles lancés par les Houthis du Yémen en mer Rouge hier soir. C'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter cet après-midi une résolution pour exiger l'arrêt immédiat des attaques et des rebelles soutenus par l'Iran dans la zone. Le secteur du tourisme en Israël a enregistré une croissance en 2023 malgré la guerre. Le pays a vu l'entrée de 3 millions de touristes, loin néanmoins du record de 2019 où 4 500 000 personnes avaient visité le pays. Cette activité a rapporté près de 5 milliards de dollars à l'État hébreu.
Enfin, en France, le remaniement du gouvernement avance au lendemain de la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Le nouveau chef de l'exécutif reçoit aujourd'hui à Matignon des ministres actuels et de potentiels entrants dans l'idée d'aboutir demain ou vendredi au plus tard à la composition d'un nouveau gouvernement. Radio J. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Alex Darmon et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Veldiv, le seul en scène poignant d'Alice Taglioni au Théâtre Antoine à partir des archives du mémorial de la Shoah. La première fois que j'ai porté l'étoile jaune, j'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. On entendait déjà des bruits très alarmants sur une arrestation massive des Juifs. Moi, j'avais 20 ans, j'étais gaie, en pleine santé. Enfin, la vie était belle. Veldiv, avec Alice Taglioni, mise en scène par Alex Lutz, en ce moment au Théâtre Antoine. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Alex Darmon, journaliste politique et producteur pour son documentaire sur Éric Dupond-Moretti, le ministre qui ne devait pas l'être, en diffusion ce dimanche soir à 21h sur France 5. Et forcément, j'ai envie de parler de bilan avec vous, Alex Darmon. Quel bilan peut-on faire pour Éric Dupond-Moretti ? Chacun fera le bilan qu'il veut. Après, forcément, quand c'est Éric Dupond-Moretti, vous avez la chose politique. Et on vous dira qu'effectivement, il a augmenté le budget de la justice, c'est vrai. 40%. 40%, c'est beaucoup, qu'il a fait passer une 60aine de lois. On vous dira qu'il n'a pas fait assez pour les violences faites aux femmes. Ça, j'en sais rien. On n'en fait jamais assez de façon, malheureusement, pour les violences faites aux femmes. Et puis après, il y en a qui jugeront par son attitude et son caractère. Est-ce que c'était vraiment la bonne attitude et le bon caractère qu'il fallait avoir quelquefois quand on est un homme politique? C'est aussi pour ça, à mon avis, qu'on l'a choisi, que Emmanuel Macron l'a choisi pour être ministre de la Justice dans ce monde judiciaire qui est pas forcément copain avec le président de la République. Donc je sais pas, chacun jugera comme il l'entend. Il a renforcé le secret professionnel des avocats. En effet, il y a ces 308 millions d'euros pour le service judiciaire, une augmentation de 40%. La création des états généraux de la justice, qui était en fait une concertation qui a permis de réunir tous les acteurs de la justice. Il est parti en tournée à la rencontre, je dirais, des doléances de plus d'1 million de Français qui ont participé pour créer un nouveau plan d'action pour la justice. Il a créé 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2026 au centre pénitentiaire de Troyes-Lavaux. Aussi la création d'un contrat de travail pour les détenus qui ne lui vaut pas que des compliments, si je peux dire comme ça, avec un nouveau code de justice pénale pour les mineurs. On a dit un temps qu'il était le ministre des prisonniers. On ressent clairement dans votre documentaire une envie de donner une seconde chance, des moyens aux prisonniers et même un contrat de travail. Mais est-ce que finalement ce traitement, et je ne me fais pas l'avocat du Rassemblement national, mais est-ce qu'il ne dédiabolise-t-il pas la crainte de la prison, qui devient même la prison de la chance au lieu de la prison de la crainte ? Grosse question. Non, mais il vient. On l'a aussi pris parce que c'est un avocat qui connaît les prisonniers, qui les a défendus et que donc il connaît, j'ai envie de dire, leur psychologie. Vous savez, chacun est fait comme il est. Lui, il pense que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Bon, voilà, il essaye. Sur le contrat de travail, ce qu'on explique dans le film, les prisonniers préfèrent que ce contrat de travail, ça soit une deuxième chance en supprimant vous savez, la reconduite automatique de la peine, la réduction de peine. Il dit qu'il faut que ça se mérite une réduction de peine. Et donc, il appelle à quand on sait pas lire, quand on est prisonnier, à aller lire, quand on n'a pas de travail, à se former pour pouvoir ressortir. Et là, on réduira votre peine. Parce qu'aujourd'hui, avant, les réductions de peine étaient automatiques. C'est aussi ça, lui. Il essaye de moduler. Maintenant, moi, je peux pas vous dire, je suis pas homme politique, je veux pas donner mon avis là-dessus. Je peux pas vous dire s'il a raison ou s'il a tort. C'est sa vision de la prison. Il la connaît mieux que moi, c'est certain. J'ai jamais été en prison. Heureusement d'ailleurs. J'espère que ça continuera. Et j'ai jamais défendu des prisonniers. Je pense qu'il vient avec cette expérience et qu'il apporte quelque chose peut-être pour améliorer la suite.
Christophe Barbier nous a rejoint en studio. J'en profite pour dire que Christophe, si vous voulez ajouter votre patte à l'édifice, avec plaisir. Pendant votre tournage exclusif, Éric Dupond-Moretti a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Il a été mis en examen dans le cadre donc d'enquêtes à l'encontre de magistrats avec qui, a priori, ça se passait pas très bien à l'heure où il était avocat. Pour faire simple, c'est le premier des ministres de la Ve République en exercice à avoir été jugé bien que relaxé par la Cour de justice de la République. Il a longtemps été considéré comme le chouchou d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, si la presse l'indique de cette manière, il semble sur la sellette. Mais est-ce que vous pensez que Gabriel Attal fera ce choix ? Alors là, c'est un pur pronostic, une pure analyse. C'est un pronostic, j'en conviens. Une pure analyse politique, j'en sais absolument rien. Mais moi, je me dis qu'aujourd'hui, quand on a été relaxé, qu'on est Éric Dupond-Moretti, qu'on a été relaxé par la Cour de justice de la République, que c'est quelque chose qui lui a quand même pourri ses premiers mois en tant que ministre de la Justice. On va pas revenir sur l'affaire. En tout cas, il a gagné, entre guillemets. Il a été relaxé. Que vous mettez Gabriel Attal, plus jeune premier ministre de la Ve République, je pense qu'il va beaucoup changer, le président de la République, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui garde des têtes un peu fortes. Et là, Éric Dupond-Moretti, il sort quand même renforcé de ce jugement. Je le vois mal sortir aujourd'hui. Je le vois mal sortir du gouvernement. Voilà. Un pronostic, Christophe Je partage ce pronostic. Ils s'entendent bien, Attal et Dupond-Moretti. Dupond-Moretti a accueilli la nomination d'Attal par un tweet très chaleureux. Et puis surtout, il a apporté une grande victoire au président de la République. Le président de la République tient un bras de fer avec la justice. Il considère que les juges font trop de politique. L'un des enjeux de ce bras de fer, c'était la tête de Dupond-Moretti. Il l'a sauvé. Il a gagné ce match face aux magistrats qui voulaient avoir le droit de choisir leur ministre. Et donc, Emmanuel Macron dit merci à Éric Dupond-Moretti et je serais surpris de le voir sortir. En tout cas, il a conscience, notre Éric Dupond-Moretti, d'avoir un bail précaire. Il le dit lui-même, c'est joliment dit, mais il ne pense pas à son terme. Alors on souhaite qu'il ne pense pas à son terme jusqu'à la fin. On poursuit cette émission et on découvre toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et pour vous plaire, Alex Darmon, aujourd'hui, Christophe Barbier nous emmène voir Lucchini. Et oui, d'ailleurs, on a entendu Louis de Funès, c'est pareil, c'est des monstres sacrés comme ça. Il paraît que vous aimez Lucchini. Ah, j'adore. Alors, je vous pose la question, est-ce que Lucchini fait du théâtre ou est-ce que Lucchini fait du Lucchini ? Ah, c'est une très bonne question. Moi, je l'ai vu, La Fontaine, là, il fait les deux, en fait. Il fait les deux. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui fascine ces inconditionnels, faire du Lucchini, c'est aussi ce qui agace ses détracteurs. C'est la même phrase, il fait du Lucchini, qu'on soit émerveillé ou qu'on soit agacé. C'est un spectacle vivant, Lucchini, un homme chaud. Un être de lettres et de son comme nous sommes nous, de chair et de sang. Avec lui, la représentation est permanente sur une scène de théâtre, un plateau de télé, à la terrasse d'un restaurant, au coin d'une rue. Un seul interlocuteur et il a un public. Je me demande même parfois s'il ne joue pas pour lui, avec un miroir, une vitre ou une flaque dans la rue. La première fois que je l'ai vu en scène, c'était dans Le Secret d'Henri Bernstein en 1987. Il était un fiancé timide, puis un époux révolté. Il éclaboussait la scène de son énergie en interprétant ce Janus comique, personnage coincé puis explosif. Après, il y a eu les grandes démonstrations littéraires. Céline, La Fontaine, Baudelaire, Barthes, Nietzsche, Péguy, Chrétien de Troyes même. Et là, il est devenu la coqueluche des Français. Il y a eu aussi un manifeste politique, Philippe Muret, c'était en 2010 au Théâtre de l'Atelier. Philippe Muret qui dressait sa prose acide contre la fièvre festive de l'époque et la dégénérescence de la culture officielle. Eh bien, j'aime en Fabrice Lucchini ce double courage, le courage des textes, il n'a pas jamais le public avec du facile, et le courage du message, car il aime bien donner sa voix à ceux qui pensent mal ou qui ne sont pas dans le mainstream, comme on dit en franglais. Il n'y a rien en lui de subventionné, aucune soumission au mode, à l'autorité, à la corporation. Il débine la gauche avant de crucifier la droite, il pourfend la mesquinerie après avoir stigmatisé ses propres turpitudes. Il peut bruncher au Ritz et se cacher dans un troquet du 9e arrondissement. J'aime surtout Fabrice Lucchini quand il est dirigé. Par exemple, dans Knock, je le trouvais mal dirigé. C'était en 2002, succès commercial, mais artistiquement, c'était pas abouti. En revanche, en 2005, dans Molly, une pièce très littéraire de Brian Friel, il était dirigé par Laurent Terzieff, qui jouait avec lui. Et Lucchini ne faisait pas du Lucchini, il aimait être sculpté, pétri par la patte de Laurent Terzieff, et il avait aux côtés de lui la magnifique Caroline Sillol. De la même manière, avec Patrice Kerbrat à la mise en scène, Yasmina Reza au texte, rappelez-vous en 94, Lucchini dans Art, un des plus gros succès du théâtre de ces 30 dernières années. Un dermatologue contemporain qui aime l'art contemporain et qui achète une toile blanche, Pierre Arditi et Pierre Vanek en complice, c'était un trio parfait sur la scène du théâtre parisien. Un jour, dans sa cuisine, Fabrice Lucchini a joué 2 pièces pour moi tout seul. D'abord,
le texte d'une interview qu'il venait de donner à l'Express, une interview politique. Il en a fait un spectacle pour moi en la reprenant et en la déclamant. Et ensuite, il m'avait lu quelques pages d'un récit hallucinant d'un auteur italien sur un match de foot Brésil-Italie pendant la Coupe du Monde de football 1982 en Espagne. Les mots s'empilent, il les escalade, il grimpe, il s'envole, il crève le plafond de sa cuisine. C'était absolument fascinant, je voyais le ciel de Paris, il battait des ailes comme un oiseau et il redescendait dans un éclat de rire dans sa cuisine. C'était un moment magique. Puis il m'a dit, oh non, finalement ce texte, je ne vais pas le faire. Et donc j'ai été le seul et unique spectateur de ce spectacle incroyable où Fabrice Lucchini était comme un petit prince qui jouait avec le feu. Et un grand chanceux que vous êtes, Christophe Barbier. Vous avez parlé de Caroline Siol. Il s'avère que vous reprenez Mademoiselle Chanel en hiver avec elle à partir du 19 janvier. Et puis, le lundi 22 janvier à 20h30, vous serez en représentation exceptionnelle de Mozart, mon amour. On veut toutes les infos. Alors Mozart, mon amour, je le donne tous les lundis au Théâtre de Poche avec un piano. Mais là, Salgavo, le 22 janvier à 20h30, ça sera avec un orchestre, l'ensemble Appassionato, dirigé par Mathieu Herzog. Et donc, il y aura une douzaine d'airs d'opéra de Mozart, la vie de Mozart racontée par sa veuve, Constance Mozart, le deuxième mari de la veuve de Mozart que je joue, qui était un diplomate danois. Ça, les gens l'ignorent souvent, mais ça a été le premier biographe de Mozart. Et puis Franz Xaver Süssmayer, l'élève de Mozart qui a terminé le Requiem. Donc, les auditeurs sont invités à venir découvrir en grand Mozart, mon amour avec orchestre le 22 janvier à 20h30, Salgavo. Dirigé par Mathieu Herzog, qui a un très bon nom de famille. Je me suis demandé s'il y avait un lien avec notre président israélien. Peut-être. Ou avec l'alpiniste Maurice Herzog, grande famille. Aussi, à fouiller. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Merci. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback. Bonjour Annabelle Guiraud. Bonjour Cyrielle. Bonjour Alexandre. Bonjour. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous appréciez. Allez, c'est parti. Commençons en musique avec votre idole, Enrico Macias, Oui, avec vrai. une chanson qui donne des frissons. Le Grand Pardon, extrait. Le grand pardon, le grand pardon. Dépêchez-vous, dépêchons-nous de le faire entre nous. Et le temps de tuer l'amour. Nous sommes en 1969. Enrico Macias a 31 ans. Il est reconnu comme un chanteur populaire en France. En 1969, on est aussi entre la fin de la guerre des 6 jours et le début de la guerre du Kippour de 1973. Pour Enrico, alias Gaston Grenacia, natif de Constantine, juif d'Algérie, cette tension au Moyen-Orient n'est plus supportable. Ça a assez duré. Et c'est là qu'Enrico décide d'écrire Le Grand Pardon, une chanson pour la paix où il imagine la réconciliation d'Ismaël et d'Israël, les deux enfants d'Abraham, prophètes communs à l'islam et au judaïsme. Il faudra attendre 10 ans pour qu'Enrico interprète pour la première fois la chanson Le Grand Pardon. Et ça sera au Caire, accompagné du grand orchestre de Jean Claudric et du chœur des petits chanteurs de la Croix de Bois. On est alors en 1979. Le Grand Pardon apparaît comme un conte prophétique, chanté pour les accords du camp David entre Israël et l'Égypte. Avec son implication artistique pour la réconciliation, Enrico marque les esprits à l'international. La preuve, 1 an plus tard, il obtient le titre de chanteur de la paix par le secrétaire général des Nations Unies. Et ce n'est pas tout. En 1997, cette même organisation l'honore du titre de messager de la paix pour son engagement pérenne dans la cause. Chapeau l'artiste. Enrico Macias, un artiste insatiable de la scène que l'on aura la joie de retrouver à l'Olympia le 18 et 19 mai prochain. Alexandre, vous y serez ? Bien sûr que j'y serai. Bien sûr que j'ai pris mes places déjà. Il lâche rien, Enrico. Il était encore au mois de décembre en concert. J'ai une amie qui m'a dit, Maguessel, qui nous écoute certainement, qui m'a dit viens avec moi, je t'en supplie. Je dis je te promets, si je peux, je viendrai. Je n'ai pas pu, mais le cœur y était. On continue en musique dans un tout autre registre avec 47 Terres. Oui, 47 Terres. Un jeune groupe musical qui mêle rock et rap avec le freestyle et l'humour comme marque de fabrique. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter un extrait de Côte Ouest issu de leur premier album qui s'appelle L'Adresse. Casse les côtes, t'inquiète, on ira vivre un jour sur la côte ouest. Tu crois qu'on n'aura pas de billets sur le compte, mais dans 2 ans je fais des milliers, qu'est-ce que tu racontes, ouais. On est en 2019, sortie de L'Adresse, le premier album de 47 Terres. Mais qui se cache derrière ce groupe ? 3 jeunes passionnés de musique. Pierre-Paul, le chanteur, Blaise, le bassiste et Lopez, le guitariste. Originaires de Bailly, coquette commune des Yvelines, les 3 jeunes ont l'habitude de se retrouver à la salle des fêtes communales. Et c'est comme ça que leur vient l'idée d'appeler leur trio 47 Terres, référence à l'adresse de leur QG. 47 Terres, c'est un groupe qui plaît car il ne se prend pas au sérieux. Comme vous, Alexandre, non ?
Ouais. Pas toujours. Quand vous regardez leurs clips, l'humour et la parodie viennent se superposer aux paroles et musiques entraînantes. Dans la chanson Côte Ouest, le trio exprime sa confiance en l'avenir, ses perspectives et sa détermination à réussir. On se dit, ouais, bon, alors, où est l'originalité ? Eh bien, 47 Terres, c'est pas que de la musique et des paroles qui swingent. Non, c'est aussi de la mise en scène, humoristique. Et dans les deux clips de Côte Ouest, vous avez les trois acolytes qui sont vêtus tels que des Américains du Far West. Pantalons, ceinturons, Ray-Ban, Stetson. Et ils sont là, dans les rochers, face à l'océan, tel le rêve américain. Et puis après, voilà, retour les pieds sur terre. Ils sont là dans un bar. Et je vous le donne en mille. Qui joue le rôle du tenancier ? Patrick Bruel. Pour le reste du clip, je vous laisse découvrir, c'est sur YouTube. Ça vaut vraiment son pesant de rire de cacahuètes. Voilà. Depuis 47 Terres est à son 3e album, a décroché un titre aux Energy Music Awards en 2022. 47 Terres, un groupe original, surprenant et drôle qui n'a pas fini de conquérir toutes les générations. Pourquoi vous aimez ce groupe précisément, Alex Darmon ? J'aime tout ce qui vient d'être dit en fait. J'aime le flow, c'est un truc avec mes cousins, pareil, j'adore ça. On a découvert ça par hasard et ils sont pas souvent en concert, ils sont très mystérieux et voilà, donc j'adore ce groupe. On va poursuivre avec de la lecture, un ouvrage que vous avez apprécié, Bernard Tapie, Leçons de vie, de mort et d'amour. Oui, Bernard Tapie, Leçons de vie, de mort et d'amour, un livre de Franz-Olivier Gisbert, aux presses de la Cité. Cher Alexandre, vous venez de réaliser un documentaire sur Éric Dupond de Moretti, un personnage bête de scène, quelque peu provocateur, avec une éloquence incroyable. Voilà bien des points communs avec Bernard Tapie. Ouais, oui, c'est vrai, mais il s'apprécie pas forcément d'ailleurs. Donc, non, mais c'est deux grandes gueules. Moi, Bernard Tapie, je vais vous raconter, j'ai un souvenir de Bernard Tapie, c'est quand on fait au tableau sur C8, que je suis responsable éditorial de l'émission. Il a fait aucune télé, il est en pleine maladie, enfin on vient d'apprendre qu'il est vraiment malade, et on réussit à le convaincre de venir dans Au tableau. C'est la première télé qu'il fait, où il revient. Et c'est un homme malade, vraiment, à l'époque. On le revoit pour la première fois, et même malade, il arrive et il captive les gens d'un coup. Tout s'arrête. Il y a 50 personnes sur un plateau et tout, il rentre dans une salle, 50 enfants, tout le monde s'arrête. C'était exceptionnel. Vraiment. Et Bernard Tapie, moi qui aime le foot, et je suis pourtant pour le PSG à la base, mais c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel qui a fait gagner un club. Alors tout le monde vous dira, on sait pas comment il l'a fait gagner. Moi je m'en fous, il a fait gagner un club français, il a fait gagner l'OM, voilà. Et c'est génial, un homme exceptionnel. C'est beau pour un supporter du PSG de dire ça, mais bon, je pense que quand on est amateur de foot, quand on aime le foot, peut que le reconnaître. Mais c'est pas l'OM qu'on aime, c'est Tapie. C'est Tapie. Le boss. Voilà. Dans ce livre, Bernard Tapie, donc Leçons de vie, de mort et d'amour, le lecteur assiste à un dialogue complice, émouvant et sans concession avec l'auteur, Franz-Olivier Gisbert. Et à l'époque de cet entretien, Bernard est déjà bien malade, mais continue à rester un homme de défi contre le cancer et contre également les affaires judiciaires qui le poursuivaient. Dans ce livre également, défile la vie trépidante et controversée d'un véritable personnage de roman, que même le plus grand des auteurs aurait du mal à imaginer. Dans cet ouvrage, le style de Franz-Olivier Gisbert permet de comprendre comment Bernard Tapie, ce fils de prolo, s'est attiré les foudres des élites et de l'État, mais aussi pourquoi tant de Français ont aimé et continuent à aimer le boss. Bernard Tapie, un homme qui marque à jamais. Et puis on termine avec une série que vous adorez, Alex Darmon, qui s'appelle Parlement. Ouais, que j'adore. Oui, j'aime beaucoup, c'est celle la série que je regarde en ce moment, et je la trouve intéressante et je voulais en parler parce qu'il y a les élections européennes en juin, que tout le monde sous-estime ces élections, et pourtant elles sont très importantes, encore plus avec, à mon avis, la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, avec le duel qui s'annonce avec Jordan Bardella au Rassemblement National. Et je trouve que cette série, elle est géniale parce qu'elle vous explique comment l'Europe fonctionne. Vraiment, elle est vraiment bien faite. Je la recommande. Le 9 juin. Ouais, 9 juin, les élections européennes. Un peu plus d'infos sur cette série avec vous, Annabelle Guiraud. Parlement, donc c'est une série télévisée franco-germano-belge diffusée sur France.tv. Donc un feuilleton qui a bien des accointances avec votre documentaire, le ministre qui ne devait pas l'être. Vous nous emmenez dans les arcanes de la République et du ministère de la Justice. Et bien là, on va au Parlement européen. Et je vous propose de découvrir ensemble la bande-annonce de la saison 1 avec Samy, qui est un jeune assistant parlementaire fraîchement engagé et qui ne connaît pas grand-chose aux institutions européennes, mais espère s'en tirer au charme et au bagou. Extrait. C'est un grand bâtiment en forme de caprice des dieux. Vu du dessus? Ah oui, non, mais je viens d'à même le sol là. Le boulot de ton député, en fait, ton boulot, c'est de proposer des changements à cette loi. Hello, Michel Spetlin will be taking care of that report. Thank you. Mais
Qu'est-ce que vous nous avez fait, mon pauvre Samy? On peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit. Non, ça, on peut pas faire. Ça a l'air un peu délirant quand même. Complètement. Ah ouais, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et puis, c'est super bien joué, super bien écrit. Et puis, surtout, ce qui est très marrant, c'est que vous avez des vraies personnalités politiques qui jouent dedans. C'est-à-dire qu'il y a Manon Aubry de la France Insoumise, Clément Beaune, le ministre de l'Europe. Ah, c'est et qui génial. jouent leur rôle, vraiment. Donc, c'est vraiment, vraiment marrant. Vraiment sympa. C'est très bien écrit en tout cas. Merci beaucoup Annabelle Guiraud. Merci. Merci beaucoup, à la semaine prochaine sur Radio J, À la semaine évidemment. prochaine. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Tout de suite, on va passer à l'introspection. Alex Darmon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? 10 questions pour encore nous aider à mieux vous connaître en profondeur. Et je vais commencer avec une toute première question. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi? Oh là là, c'est dur ça. Je passerais plus de temps avec ma grand-mère. Vraiment beaucoup plus. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie? D'écouter ses parents et de faire des études s'il peut et de faire à côté ce qu'il peut faire en plus. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi? Ah, c'est dur ça aussi. J'ai toujours dit que c'était 28 ans et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. On m'a souvent posé la question. J'ai des souvenirs de ma 28e année, j'ai kiffé, j'avais pas 30 ans, j'avais plus 25. Je pense que j'étais vraiment dans la vie active, je faisais ce que j'aimais de la politique sur le terrain, donc ouais, 28 ans. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez résolue? C'est de faire l'émission On demande qu'à en rire, quand je faisais du stand-up. Ah, vous C'est ça l'avez la plus pas grosse erreur de ma... Ah, je regrette. Je regrette, et comment j'ai résolu? J'ai arrêté le stand-up. Voilà. Une manière de tourner la page, de dire bon bah j'ai pas de regrets? Oui, et puis c'est surtout... Enfin, ça m'a... Remarque, j'ai dit que c'est la plus grande erreur. Laurent Ruquier avait été super sympa et tout, mais je faisais mes études, j'étais trop jeune, je faisais du direct, enfin, il y avait trop de choses. Et je pense pas que ça m'a fait du bien à la tête. Qu'aimeriez-vous faire aujourd'hui et que vous ne faites pas, et peut-être par peur d'être jugé? Oh là, franchement, je fais vraiment tout ce que je veux. Peur d'être jugé, je m'en fous. Donc, non, il y a quelque chose, mais c'est trop personnel et je le dirai pas. J'ai la réponse. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie? J'ai pris position. C'est-à-dire? J'ai pris position pour ce qui s'est passé en Israël, alors que je l'avais jamais fait. Et on paye les conséquences de ça? Je sais pas, je m'en fous. Honnêtement, j'aurais dû le faire avant. Ça a été tellement compliqué le 7 octobre. Je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit nulle part. J'étais journaliste politique en 2015 sur Public Sénat et j'ai pas mesuré sur le moment, le 15 novembre 2015, que c'était horrible ce qui se passait. J'étais dans l'euphorie de l'actualité et je pense que je l'ai payé et que j'ai fait un burn-out à ce moment-là, en 2015. Et j'ai compris pourquoi après, c'est parce qu'en fait, on avait touché à la France, vraiment sincèrement, qu'on avait touché à qui j'étais, à mon éducation, qu'on avait touché un peu comme si on avait touché à ma mère. Et donc j'ai fait un burn-out et j'ai arrêté. J'ai quitté Public Sénat, j'ai été dans une boîte de prod, j'ai passé des moments magnifiques là-bas. Et je pensais que ça m'arriverait plus jamais. Je suis français et tout, mais je pensais que ça m'arriverait plus jamais. Et puis il y a eu le 7 octobre. Et là j'ai pris une claque. Je vous promets, ça a été pas plus compliqué, ça a été pareil. Et je me suis dit, mais putain, pourquoi on parle pas? Pourquoi on a peur, machin? Puis des juifs, puis des femmes, et je me suis rendu compte, en fait, que si le 13 novembre 2015, on avait touché à la France, qu'on avait touché à ma mère, je pense que le 7 octobre, on a touché à Israël, on a touché à mon père, je pense. Vraiment. Ça a été super dur. Et ça vous a mis un stop? Je sais pas. Moins parce que j'avais de l'expérience et puis parce qu'on est plus entouré, puis parce que malheureusement, on a l'habitude maintenant, aujourd'hui, dans ce monde. Un petit peu plus. Mais ça m'a fait... J'ai pris conscience de plein de choses. Je vous parlais des femmes. J'ai eu honte de pas m'être rendu compte que c'est les violences faites aux femmes. Alors j'ai eu besoin de ça, mais aujourd'hui c'est un combat, et c'est un combat de ma vie. Alors depuis 3 mois, mais les violences faites aux femmes, et puis là-bas parce que c'était des juifs, des femmes, elles ont été massacrées, torturées. Ça m'a pas mis un stop, mais ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc je regrette pas d'avoir pris position, et je pense que ça peut jouer des tours, mais je m'en fous complètement. Mais ça peut aussi jouer des jolis tours. Oui, j'espère. Faut y croire. Voilà. Alex Darmon, si je vous parle d'amour alors, cela résonne comment? Comme quelque chose de souffrant ou de vivant? Non, c'est toujours vivant l'amour. Ah non, vivant. Quoi? Non, pour moi c'est vivant, quoi qu'il arrive. Il y a 2 sortes d'amour. Vous avez l'amour, on en parlait en début d'émission, familial, et puis vous avez l'amour personnel avec votre femme.
Donc non, moi j'adore l'amour. C'est magnifique l'amour quand ça vous tombe dessus. Si vous pouviez changer une seule chose sur votre corps ou votre personnalité, ce serait quoi ? Ça fait beaucoup. Alors moi, franchement, je vais vous dire, je suis en régime permanent. Donc si je pouvais avoir moins de bites, ça serait génial. Alors que j'en ai pas beaucoup en plus, je sais pas pourquoi je dis ça. Mon nez, je me suis pété le nez 2 fois, rugby. Si je pouvais le reprendre comme avant. Non, voilà. Et après, sur ma personnalité, peut-être être un peu moins dur quelquefois avec mes équipes. Voilà. Une avant-dernière question. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre première mesure ? Sérieusement ? Je remets le cumul des mandats. Voilà. Mais après, à voir comment on l'évalue et tout. Et une autre peut-être, le service militaire. C'est horrible parce qu'on dirait que je suis de droite en disant ça. Alors que pas du tout, c'est juste que c'est pour moi des choses qui m'intéressent. Je trouve que ça inclut, ça met des gens dedans, quoi. Cumul des mandats, c'est aussi ça qu'on paye en ce moment, je pense. Le fait que les élus n'aient pas la réalité du terrain. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Je sais pas. Je peux pas vous dire, je sais pas. Juste, c'était un mec sympa. Voilà. Ce que je vous disais au début d'émission. Non, et puis on peut compter sur lui, parce que je pense que je suis quelqu'un comme ça aussi. On peut m'appeler. Merci Alex Darmon. On retrouve cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre experte Sandy Boulanger pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, une petite pause suivie du journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la côte. Ouais, tu crois qu'on n'aura pas de billets sur le compte. Mais dans 2 ans, je fais des milliers, qu'est-ce que tu racontes, ouais. Dans 2 ans, je m'avance peut-être un peu, mais peut-être pas. J'adore me prendre pour un prophète quand je reçois des propales. J'adore quand je rappelle à ma grand-mère que de ma vie j'ai fait du peur. Pour elle, tant que je suis pas chez Drucker, ça finira clodo et ça le restera. Ça finira salement blindé, seulement je sais pas quand. Ça commence à boire des coups, dis-moi ce qu'on attend. Que ça plaise au padré, que ça plaise au rinté, que ça plaise ou pas, on le fera pendant 20 ans. Mais rassure-toi mon cœur, on aura ce qu'il faut quand il faudra. Ça je l'espère de tout cœur, sinon tu t'es mis dans de beaux draps. Jamais de ma vie je me suis méfié, pourtant jamais je referai un vrai métier. Et les mecs, vous croyez que David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. 21h sur Radio J. Radio J. La Fondation Kazip Kojazor a le plaisir de vous convier à son dîner de gala le lundi 5 février 2024 dans le cadre prestigieux du Pavillon Royal. Invité d'honneur, Raphaël Enthoven et le pianiste Jérémy Ababou. Avec 2 siècles d'action sociale, la Fondation Kazip Kojazor conjugue au quotidien le mot solidarité au profit de plus de 30 000 personnes démunies de notre communauté. Kazip Kojazor, 01 49 23 71 40. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour à tous. Au 96e jour de guerre en Israël, Tsahal a frappé plusieurs cibles du Hezbollah dans le sud du Liban. On fait le point sur ces frappes avec notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Tsahal a effectué plusieurs frappes cette nuit contre le Hezbollah au sud Liban. L'organisation chiite a confirmé la mort d'un de ses miliciens, Naber al-Qadri, responsable d'une des organisations paramilitaires au sein du Hezbollah. Le Hezbollah qui reconnaît jusqu'à présent 159 tués dans ses rangs, même si Tsahal estime que ce bilan est inférieur aux chiffres réels.
Et alors que la journée d'hier avait été marquée par plus d'une vingtaine d'alertes aux incursions aériennes, le nord de la Galilée semble calme depuis ce matin, même si on sait que des attaques peuvent évidemment survenir à tout instant. Après la visite du chef de la diplomatie américaine en Israël, le pays va doubler la quantité d'aide humanitaire en direction de Gaza. Conséquence des pressions américaines, Israël devrait dans les prochains jours autoriser l'entrée quotidienne de 400 camions dans le territoire palestinien. Lors de ses entretiens avec le dirigeant israélien Anthony Blinken avait indiqué que l'augmentation de l'aide humanitaire permettrait de soulager la pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu. Des nouvelles justement de ce cessez-le-feu. Le Qatar aurait négocié un nouvel accord pour la libération des otages. Un accord qui devrait être présenté ce soir au cabinet de guerre israélien. Cela alors que 132 personnes sont toujours détenues à Gaza depuis bientôt 100 jours. Les familles des otages exigent que le gouvernement accepte cette proposition. Après l'Afrique du Sud, la Belgique veut à son tour poursuivre Israël devant la Cour internationale de justice. C'est la vice-première ministre belge Petra de Soeter qui a avancé l'idée en évoquant la guerre dans la bande de Gaza. La Turquie, la Bolivie et la Malaisie ont déjà manifesté leur soutien à la plainte déposée par l'Afrique du Sud, plainte condamnée hier par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Trop, s'est indigné le ministre britannique de la Défense qui a condamné les dernières attaques des Houthis en mer Rouge. Les Houthis qui ont tiré 21 drones et missiles dans la zone, tous abattus par les forces américaines. Sur le ton de la menace, Grande Chaps a appelé les rebelles yéménites soutenus par l'Iran à se préparer. Pour rappel, une coalition internationale a été créée en mer Rouge il y a 3 semaines par les États-Unis avec pour objectif principal de permettre la libre circulation dans ces eaux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit d'ailleurs voter dans les prochaines heures une résolution pour exiger l'arrêt immédiat des attaques Houthis dans la zone. En France, le remaniement du gouvernement avance au lendemain de la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Le nouveau chef de l'exécutif reçoit d'ailleurs aujourd'hui à Matignon des ministres actuels et de potentiels entrants dans l'idée d'aboutir demain ou vendredi au plus tard à la composition d'un nouveau gouvernement. Gabriel Attal qui effectue cet après-midi un déplacement en Ile-de-France sur le thème de la sécurité aux côtés du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui devrait lui rester à son poste. Enfin, le CRIF organisait une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de l'Hypercacher de la porte de Vincennes dans le 20e arrondissement de Paris. Attentat qui a fait 4 victimes le 9 janvier 2015, il y a donc 9 ans. Nous étions hier sur place. 9 ans après, l'attentat de l'Hypercacher reste encore dur à évoquer pour nombre de proches de victimes qui ont répondu présents à la cérémonie d'hommage organisée par le CRIF. C'est notamment le cas de Michael et Yoram, jeunes trentenaires qui formaient une véritable bande avec Johan Cohen, sarcellois de 20 ans à peine à l'époque. Jusqu'à maintenant, on s'en remet pas. Et c'était mon petit frère. C'était quelqu'un d'hyper gentil, souriant, jovial. Il était en plus hyper proche de la, joyeux et proche de la communauté, pas forcément que juif de Sarcelles. Il a grandi aussi dans un lycée, dans un collège aussi, lycée public. Et je sais qu'il était proche de toutes les communautés et je trouve ça vraiment triste. Si cette attaque a fait 4 victimes, une vingtaine de personnes gardent des séquelles psychologiques puisqu'avant d'abattre de sang-froid des individus venus faire leurs courses, Amédi Koulibaly va prendre en otage toutes les personnes présentes dans le commerce. Brigitte Bergel, ex-otage. J'étais venue avant ma pause déj et acheter les chalotes ou quelque chose. Et il est arrivé, on a entendu comme des coups de pétard. Comme j'étais dans une allée en mettant ma tête sur le côté, j'ai vu la Kalachnikov et j'ai été tétanisée. Donc à ce moment-là, mon mari m'a pris par la capuche et m'a jeté dans les escaliers. Tout le monde s'est marché dessus, je me suis ouvert le pied et puis on a été dans l'un des frigos. Voilà donc quelques témoignages poignants recueillis par Radio J hier à la 9e cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de l'Hypercacher. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mon invité Alex Darmon sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Aujourd'hui, c'est la guerre en Israël. En France, nous devons mener le combat contre l'antisémitisme. Nous avons besoin d'une presse juive forte. S'abonner à Actualité Juive pour 95 € par an est un acte militant. Plus Actualité Juive aura d'abonnés et plus la voix de notre communauté sera écoutée. Abonnez-vous en formule papier ou digitale sur actualitéjuive.com. Actualité Juive. Actualité Juive. L'hebdomadaire incontournable de la communauté. Actualitéjuive.com. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17 75 921 Paris CEDEX 19. 100% La Royale. 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Merci pour votre fidélité avec mon invité aujourd'hui, Alex Darmon, pour son documentaire réalisé avec Mathieu Maras-Savelli sur Éric Dupond-Moretti, le ministre qui ne devait pas l'être, en diffusion ce dimanche soir à 21h sur France 5. Tout de suite, on va passer au coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Alex Darmon, vous m'avez confié adorer un humoriste en ce moment, que vous connaissez depuis un petit moment, qui s'appelle Samuel Bambi. Ouais. Pourquoi cet amour pour Samuel Bambi ? Samuel, on se connaît depuis... parce que quand je faisais de la scène, il commençait, je me rappelle qu'il était là, il tournait dans les cafés-théâtres et je peux jouer avant toi, machin. Et j'adore ce garçon. Voilà, je l'adore. On l'a fait tourner dans une série chez nous, dans la boîte de prod qui s'appelle Suisse Bro. Là, on développe autre chose avec lui, puis je le trouve super drôle, vraiment, sincèrement. Donc, j'adore ce mec. Et puis, il est marrant, il est sympa. C'est un vrai bon copain. Bonjour Samuel Bambi. Bon, ça va ? Et vous, comment ça va, Samuel ? Ça va super. Attendez. Vous êtes en train de programmer la caméra. Oh là là, la capuche et tout. Je mets le casque alors pour ça. Ouais. Merci beaucoup d'être avec nous en direct, Samuel Bambi. Je voulais absolument vous avoir en invité. Ça a été un petit peu compliqué parce que vous êtes tout le temps en tournage. Alors il me dit, je tourne tout le temps. C'est pas vrai ça. Oh là là. Aujourd'hui, je t'ai dit qu'aujourd'hui, c'était compliqué de venir. Oh le vilain. Et il est chez lui avec le bonnet. Ah, je suis vexée. Et je viens de me réveiller. Eh bien, merci en tout cas d'être en direct avec nous. Je voulais absolument qu'on parle de votre spectacle qui reprend Machine au Petit Palais des Glaces le mercredi et jeudi à 21h. C'est à partir du 17 janvier jusqu'au 25 avril. Le spectacle précédent, c'était Spectacle intimiste avant Bercy au studio des Champs-Élysées. Et il semblerait que cette fois-ci, il y a un cœur qui bat sous ce corps imberbe. Souris Alex, je suis là pour toi frère, dis-moi bonjour, je sais pas, souris un peu. Je t'ai dit bonjour, ça va, t'es là pour parler de ton spectacle bonjour, aussi, ça non ? va, ça fait quoi ? Alors les vacances, t'as fait quoi ? Je sais ce que t'as fait Samuel, donc fais pas genre. Viens, on fait comme si c'était un FaceTime. J'adore, allez-y. Ouais, on se retrouve ce soir si tu veux pour dîner, mais là t'as invité pour parler et raconter ton spectacle, et faire de la promo. Oui, déjà merci. Vous avez vu comment il fait attention à l'image à chaque fois, comment il se remet en place ? Il regarde son écran, il est là, est-ce que je suis bien coiffé, est-ce que je mets le bonnet ? Regarde que moi. Et tu connais dans FaceTime, toi aussi, tu mets pas, moi je mets grand écran, je mets pas grand écran là. Non, merci beaucoup de m'inviter. Effectivement, je reprends mon spectacle la semaine prochaine et on a rajouté les jeudis, donc c'est les mercredis et les jeudis à 21h désormais. Et je suis très très content parce qu'on est pratiquement complet sur tout le mois de janvier déjà. Et voilà, je suis très content. Alors racontez-nous le spectacle parce que j'aurais adoré mettre une bande-annonce, mais a priori il n'y a pas de bande-annonce pour l'instant. Je pense que ça doit rester privé pour l'instant. Et puis c'est vrai que ça suscite l'envie de venir voir. On ne sait pas quoi ça. On n'a pas l'équipe adéquate. Alors je pense que Alex il va s'en occuper parce qu'il faut faire venir une cam. Non, mais je viens déjà filmer. On essaie de faire un truc ensemble, mais bon, faut pas en parler. Mais non, moi je vais pas non plus aller me taper tous les mercredis soirs Bambi sur scène. Eh non. Même moi, j'ai pas envie d'aller tous les mercredis. Ça parle de quoi ce spectacle, Samuel Bambi ? C'est l'histoire d'un mec qui croit qu'il peut y arriver absolument, une machine, un mec qui fonce, et il raconte une histoire, c'est tout le fil rouge d'un spectacle, et pendant toute cette narration de cette histoire, cette anecdote où il montre que c'est une machine, il se rend compte qu'au final, c'est pas une machine, quoi. Et que c'est un mec qui perd, et c'est limite un loser, mais il raconte pourquoi c'est un loser. C'est un loser magnifique. Mais il raconte toujours un dandy magnifique, toujours.
Toujours ce petit costume croisé de chez Danibert, toujours la petite laque, toujours le petit parfum, même si les gens ne sentent pas, toujours le petit chewing-gum. Voilà. C'est un spectacle que vous avez écrit avec John DeMaio et Benjamin Ifra. Oui. John DeMaio, que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'ai conversé avec lui il n'y a pas très longtemps, je trouve très bienveillant ce garçon. Je pense que vous êtes une jolie équipe. Ah, mais il serait ravi de l'entendre. Il serait ravi de l'entendre, je pense qu'il sera très flatté. Je me suis posé la question, Alex, est-ce que vous n'avez pas écrit pour des artistes à un moment donné sur scène? J'ai un doute. Il n'y avait pas une équipe avec John et les Jams à un moment donné? Oui, il y avait John et les Jams, effectivement, mais on n'écrivait pas. Enfin, on disait qu'on allait écrire, mais on n'écrivait jamais. On se voyait pour se voir. Moi, j'ai écrit un petit peu à droite, à gauche, mais je pourrais même plus vous dire pour qui, parce que je pense que personne n'a réussi pour qui j'ai écrit. Donc voilà, non, mais l'écriture, c'est très compliqué. Moi, je suis bien content d'avoir arrêté parce que je trouve que de faire rire, et Bambi, franchement, il est là, ça va lui faire plaisir, mais c'est vrai, je le pense, et il le fait super bien. Moi, j'adore son spectacle, je vais le voir. À chaque fois en plus je vais le voir, il improvise avec la salle et tout. Je conseille vraiment d'aller voir son spectacle. Vraiment. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il y a toujours des impros quotidiennes, en plus de quelques extraits. En ce moment, en ce moment, je suis à 1 à 2 publications par semaine. Je suis en train de, j'ai compris comment ça marchait. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les moments les plus fous que vous avez vécus ces derniers temps? Il se passe. Non, mais en vrai, les gens sont très à l'aise. Et évidemment, plus les vidéos elles sont postées, plus les gens se disent que tout peut se passer. Non, mais parfois, il y a des gens qui viennent avec. En plus, je pose pas tout. Hein. Mais il y a une copine de classe. Il y a une copine de classe qui était dans votre public. Il n'y a pas un truc comme ça? Oui. Ça me fait plaisir de la revoir. En fait, je lui parlais, comme je suis assez myope, j'ai mis un peu de temps à capter que c'était elle. Et ça fait 15 ans que je l'ai pas vue. Et ça m'a fait plaisir. Voilà. Donc, c'était un petit moment de vie. Un petit moment de vie. Non, mais il y a des gens qui viennent avec leur sac plastique et ils pensent qu'ils sont dans un cinéma ou dans une salle de 3000 personnes. C'est une petite salle quand même. Il y a 100, 120 personnes et t'entends le plastique et ils sortent les sandwichs, ils sortent les damrotes. C'est des malades. Hein. Les noix de cajou dans les pistaches volées et tout. Mais c'est des malades. C'est des malades. Ils n'ont aucun respect, ces juifs. Pardon. Il y a d'autres choses encore, des moments comme ça qui vous ont marqué sur scène? Il y a une fois, il y a un mec qui m'a écrit, je trouvais ça trop mignon, il m'a demandé s'il pouvait faire sa demande en mariage sur scène. Et donc il m'écrit ça quelques jours avant et je lui dis avec plaisir, regarde, fin du spectacle, tu finis, tu montes sur scène, on fait croire que c'est improvisé, et bam, et je finis le spectacle. Salut messieurs dames, bonne soirée, et j'oublie. Il y a 1 heure de spectacle, j'oublie. Et vous l'avez zappé? J'avais zappé, j'ai oublié. Je rentre dans la loge et tout et je vois un mec qui court. Attends, je l'avais jamais vu de ma vie, il m'a écrit. Il court. Frère, tu m'as oublié là le. Ah merde. Et j'ai couru et heureusement les gens ils étaient pas trop sortis. Attendez, je l'ai pas terminé. Et on a fait le truc et je lui ai gâché son. Ça demande en mariage, c'est terrible. Samuel Bambi. Oui. Dites-moi. Parce qu'on parle de moi, mais je voulais vraiment parler aussi d'Alex Barmont, qui est un producteur incroyable de la nouvelle vague, on va dire. Il produit des séries, il produit des docs, il produit des émissions, il produit des formats courts et il est super. Heureusement qu'il a un associé corse avec lui, sinon il n'aurait peut-être pas tenu la baraque. Mais on embrasse aussi l'associé Le Chauve. Mathieu, ouais. Mathieu. Et ils font des choses incroyables. Ça s'appelle Outsider, leur boîte de prod. Et franchement, bravo. Et je suis très touché qu'ils m'appellent à chaque fois pour des projets. Voilà. Et justement. Comme ça. Amen des rattaches. Amen. Et justement, parlez-nous de ces projets en cours, si c'est possible d'en avoir quelques-uns. On en a 8. 8 ? Non, mais vas-y, Bambi, parle-en. Le premier, donc on a fait une série ensemble qui a été diffusée sur le groupe TF1 qui s'appelle Chisbro, qui a eu le succès qu'on connaît. Il y a aussi, j'ai la chance aussi qu'il m'a proposé un documentaire sur moi qui prend un peu de temps, mais bon, en fait, on se donne pas de limite, quoi. On filme des trucs et on verra, voilà. Il me suit, ils ont plus confiance en moi, peut-être que moi j'ai confiance en... T'as compris. Et surtout en ce moment, on travaille aussi sur la genèse d'une série. Mini-série. Voilà. Sur des livreurs, Deliveroo. Vous savez les livreurs qui restent des heures dans les magasins, dans les restaurants, ils sont en groupe. Voilà, on travaille là-dessus effectivement et c'est très sympa. Thierry, on parle. Mais je vous laisse parler, enfin, je vous laisse, vous êtes entre vous, il y a un fast time a priori depuis tout à l'heure. Non, mais ça se passe bien. Il est pas mal ton pull, Bambi, mais tu le mets souvent celui-là.
Cachemire, ouais, je l'ai souvent. C'est le pull du réveil. Merci beaucoup, Samuel Bambi. Je rebondis sur une chose. On parlait d'Enrico Macias tout à l'heure. Il faut que je le dise quand même, grâce à Bambi, j'ai rencontré Enrico Macias. Ah, alors. J'ai passé une soirée grâce à Bambi avec Enrico Macias. Chez lui ? Non, pas chez lui, non, à un concert à Londres. On est parti où je le suivais pour le filmer. Et il y avait Enrico Macias qui était là sur la soirée. Et grâce à Bambi, j'ai vu Enrico Macias devant moi en concert. Après, on a parlé avec lui et tout. Et c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Vraiment, merci beaucoup, Bambi. Ah bah ouais, c'était super. Dans le train et tout, on a rigolé. Merci beaucoup. Merci Samuel Bambi d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. Je rappelle merci à vous. votre spectacle. Merci. Spectacle Machine au Petit Palais des Glaces le mercredi et jeudi à 21h à partir du 17 janvier jusqu'au 25 avril. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. 30, Cyrielle Sarah-Cohen. Salut les gars, merci à vous. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Alex Darmon, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Ça vous fait un point commun avec Éric Dupond-Moretti. La psychologie, ça fait pas bon ménage, mais vous allez voir qu'on est très bienveillant. Et votre portrait aujourd'hui, il est dessiné et vu par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle. Bonjour Alexandre Darmon. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va être un vrai tango ensemble. D'accord. Je vous ai entendu pendant toute cette émission et puis je vous ai regardé et j'aimerais simplement pouvoir mettre en lumière et magnifier certaines facettes de vous parce que ce ne sont que quelques traits dans votre portrait. Vous avez commencé cette émission en donnant 3 mots aujourd'hui pour vous définir parce que demain est un autre jour. Vous nous avez dit que vous êtes rigoureux, travailleur et sympa. Alors effectivement, on a pu le retrouver parce que vous nous avez parlé énormément de travail. Oui, c'est vrai. Énormément de travail. Et puis, on commence toujours par l'enfance, c'est propre à Cyrielle, et puis c'est vrai que c'est la base aussi. Alors vous avez eu une enfance magnifique, tellement qu'on pourrait le dire dans une autre langue, c'est magnifica. C'était extraordinaire. Vous vous êtes senti accompagné, soutenu, libre finalement, avec des études qui ont continué de vous structurer. Et puis la famille, c'est votre noyau dur. C'est vraiment le cœur de votre cellule. Vous êtes humble aussi. Et puis juste, vous précisez que vous pouvez pas faire la psychanalyse ou donner votre avis sur Éric Dupond-Moretti par exemple, mais c'était pas le seul, sur personne d'ailleurs, vous ne l'avez fait. Vous êtes tempéré dans votre regard sur les autres. Vous semblez méconnaître le jugement hâtif, Alexandre. Avant de prononcer quelque chose ou quelques paroles, vous élargissez votre vision et surtout, vous regardez les arguments. Alors en fait, les préjugés, vous les attrapez et vous leur cassez les côtes. En fait, ce que vous faites surtout, Alexandre, c'est que vous favorisez l'esprit critique et surtout la poésie chez l'autre. Parce que du coup, quand on vous écoute, on a plein d'images qui nous viennent en tête. Je pensais à cette humilité. Vous voyez, un peu comme si on avait un peu d'eau au creux de la main. C'est ça chez vous, c'est que vous avez toujours à cœur de revenir sur vos valeurs parce que ça s'effile, ça s'effrite, ça s'en va. Rien n'est jamais vraiment acquis chez vous. En ça, vous êtes vraiment rigoureux, non ? Oui, c'est vrai. Rien n'est vraiment jamais acquis. Vous avez complètement raison. Il faut toujours se bagarrer pour avoir le résultat, c'est vrai. C'est vrai. Alors encore une fois, il y a l'importance des liens familiaux. Et puis vous aviez dit aussi, c'était important quand on est jeune surtout, de faire confiance et d'écouter les conseils de ses proches. Quand on peut, oui. Quand on peut. Tout le monde n'a pas la chance que j'ai eue. Attention d'avoir des parents bienveillants, d'avoir un grand frère et une petite sœur qui vous aiment, de la famille autour de vous. Donc quand on peut, c'est inestimable de pouvoir faire ça, oui. Mais je pense à votre pote Bambi aussi, du coup, non ? Vous avez écouté ses conseils ? Oui, c'est plutôt lui qui écoute mes conseils, et ce qui est normal. Et quand lui, il me donne des conseils, Bambi, je suis très content de l'avoir entendu. C'est un super cadeau que vous m'avez fait. Il est formidable en amitié et il encourage tout le temps, en fait. Donc c'est plus ses encouragements et la chance qu'il encourage ce qu'on fait. Donc oui, je l'écoute énormément, Bambi. J'en parle justement déjà pour le saluer, je l'ai trouvé rigolo, mais aussi je me disais que vous aviez une belle complémentarité tous les deux. Et peut-être que des fois quand on n'a pas la chance d'avoir une famille comme la vôtre, on a des potes comme Bambi. C'est-à-dire qu'il est aussi extraverti que vous introverti, et à vous deux ça donne quelque chose d'assez étonnant.
Oui, bah c'est vrai qu'il est très extraverti. Mais moi, j'ai plein de copains. Pour le coup, je suis vraiment. On dirait que le mec il veut justifier, mais pas du tout. C'est que j'ai vraiment beaucoup d'amis, beaucoup de noyaux différents, l'école, le rugby, machin et tout. Mais oui, je laisse plutôt mes amis se mettre en avant et moi, je suis plus tempéré derrière. Mais je pense qu'il faut des deux pour pouvoir avoir un vrai immeuble, quoi. En fait, on a besoin de tout le monde dans un monde, justement. Mais ça demande une sacrée confiance en soi et puis surtout en l'autre aussi pour pouvoir faire comme ça de l'harmonie et une symphonie. Oui. C'est fort chez vous, bravo. Je sais pas si c'est fort, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et je pourrais dire pareil, il en parlait du Corse de Mathieu Maria-Savelli qui est mon associé, qui est un coup de foudre professionnel. Je pense qu'aujourd'hui j'aurais du mal à travailler avec quelqu'un d'autre qu'avec lui. Vous parlez du chauve ? Du chauve, du grand chauve. J'appelle Grand le grand chauve et moi il m'appelle le petit gros, donc comme ça au moins c'est la complémentarité qu'on a lui et moi. Vous nous avez dit que depuis le début de votre vie, vous faites ce que vous voulez, mais avec sagesse. Tellement qu'on se demande si vous n'êtes pas un peu trompé dans l'ordre des chiffres de votre âge. Non. L'identité, c'est quelque chose de fort. Vos proches, vos racines, vos valeurs, c'est essentiel et j'ai même envie de vous dire, c'est même plus, c'est vital. Alors votre sensibilité est aussi majestueuse que votre pudeur. Vous parliez d'ouvrir les yeux. Moi, j'ai envie de vous dire aussi d'ouvrir son cœur et puis ouvrir sa bouche pour faire partie de l'humanité et même plus pour pouvoir la colorer. C'est ce que vous faites. Alors, être moins dur, vous nous avez dit vouloir parfois souhaiter dans ce moment d'intimité, d'introspection. Mais en fait, avec qui et pour être contre vous-même, d'être moins dur. Pour finir, Alexandre, vous nous avez dit qu'on peut compter sur vous. Ouais, vous êtes un homme sympa, c'est vrai. Bon, d'accord, vous êtes pudique, hein, vos émotions, vos engagements, vous les gardez quand même pour des très proches privilégiés, mais c'est magnifique, hein, vous êtes un peu comme une perle nacrée. Et puis, j'ai envie de vous dire quand même que vous êtes bien plus que sympa, parce que c'est quand même du bonheur de faire partie de l'humanité avec vous, on est ensemble, nous sommes. Merci Alexandre, continuez de développer vos multiples talents et puis à demain. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup Sandy Boulanger, c'est notre thérapeute du mercredi. Bravo. Sur l'antenne de Radio J. On vient d'évoquer les projets. Justement, il y a des projets en cours qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, notamment cette mini-série, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Au coiffeur, qu'on retrouve sur Canal+. Que je coproduis avec 416, Mélissa Toriol et A8 Aurel, réalisé par Laure Grangeon. C'est une quotidienne, on pose nos caméras dans 3 salons de coiffure différents. Tous les jours pour parler d'une thématique et on voit que les avis divergent selon la région où on est. J'adore ce programme. Ouais. J'ai trouvé ça hilarant. J'ai envie qu'on écoute un petit extrait que j'ai pas eu le temps de passer en première partie d'émission. Prochaine fois, on fera ce qu'on a dit depuis 5-6 ans. Laissez tomber la couleur. Il faut être prête. C'est vous qui décidez. Je vous le dis, je ne suis pas prête. Quand je vois cheveux blancs, j'attribue ça à vieillesse. Donc moi, comme je me sens pas vieille, dans ma tête, j'ai 20 ans, j'ai mes cheveux blancs, je les laisse pas sur ma tête. C'est un budget, hein. Sur le fait de se rapprocher de la fin, il n'y a rien de rock'n'roll. Se rapprocher de la fin. Les cheveux blancs chez les hommes, c'est gérable. Hein. C'est sexy même. Surtout quand c'est bien blanc. Ça inspire quoi, la sagesse. J'ai trouvé que c'était incroyable. Là, en l'occurrence, c'est sur les cheveux blancs. C'est une très bonne idée. Moi, j'ai eu cette idée, mais sur un tout autre programme qui avait été légèrement fait, mais c'est une idée à retenir aussi. On pourra peut-être en parler ensemble, Alex Darmon. Parce que vous savez que les projets entre vous et moi, on a failli travailler ensemble et produire ensemble. On travaillera ensemble, j'en suis sûr. Avec grand plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir été avec vous aujourd'hui. On vous fait encore un autre cadeau. Ouais. Ça fait très huileux quand même. Bambi, Enrico Macias. Mais j'adore. On ne se renie pas, non, Alex pas Darmon. On l'a bien compris, en tout cas, avec vous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes journaliste politique, producteur, que vous êtes venu nous voir pour votre documentaire sur Éric Dupond-Moretti, le ministre qui ne devait pas l'être, en diffusion ce dimanche soir à 21h sur France 5. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Ben non, mais merci à vous de m'avoir accueilli. Ce film dimanche, j'espère que les gens vont le regarder, parce que c'est une chance incroyable qu'on a eu de pouvoir suivre un ministre pendant 3 ans qui raconte plein de choses de notre pays. Donc voilà, c'est marrant de parler d'Éric Dupond-Moretti sur Enrico Macias. Vous savez qu'ils sont très très potes. Hein. Mais j'en suis très sûre. très potes. J'allais dire Enrico Macias n'aurait jamais un concert d'Éric Dupond-Moretti, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais je sais qu'il est très ami aussi avec Philippe Lelouch. Ouais. C'est des frères. Ouais, Philippe Lelouch. On n'en a pas parlé, mais moi je l'embrasse. Moi, c'est pour le coup filialement Philippe. Je l'ai jamais remercié publiquement, mais Philippe, j'ai un lien familial avec lui. C'est un cousin, donc voilà. Et
Et je l'adore. Je l'adore, aller le voir au théâtre. J'ai entendu dans votre émission, Philippe. C'est un mec vraiment comme il est, comme il parle. Il est vraiment comme ça. Il est authentique. C'est un super mec. Je l'embrasse très fort s'il m'écoute. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Alex Darmon. Merci. Merci à vous, Cyrielle. Samuel Merci à Bambi d'avoir été mon coup de cœur, notre coup de cœur aujourd'hui du jour sur Radio J. Allez voir son spectacle Machine au Petit Palais des Glaces le mercredi et jeudi à 21h à partir du 17 janvier jusqu'au 25 avril. Merci à la réalisation à Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur l'antenne de Radio J. Et rendez-vous demain dès 15h avec Nathan Dever pour son livre Penser contre soi-même. On aura beaucoup de choses à se dire. À demain. Belle journée à tous sur Radio J.